gentlemen, are you ready for the FRMMKO show? Let's go, guys! Bonjour et bienvenue à vous tous. On se retrouve pour la 9e émission du FRMMKO show après quelques semaines d'absence. On s'en excuse, on n'était pas tellement disponible ces dernières semaines. Donc du coup, bah voilà, on vous propose cette émission aujourd'hui. Donc je suis toujours en compagnie des mêmes chroniqueurs, même si il faut noter l'absence de Melvin. Donc salut à toi Bastien. Salut à tous. Salut également à David qui sera notre deuxième et seul chroniqueur du coup. Le deuxième seul chroniqueur. Salut tout le monde. Voilà, donc l'invité du jour, comme vous avez pu le voir, c'est François Pervis qui nous vient en direct du Japon. Donc salut à toi et merci beaucoup François. Salut. Ouais, donc avec François, donc on va parler de sa carrière piste et tout ça, mais pas que. Donc ça, ce sera pendant la première rubrique, le Who Are You, où on l'interviewera, on lui posera les questions qu'on souhaite lui poser. Ensuite, on abordera comme d'habitude la deuxième rubrique, les buzz de la semaine, où on parlera de buzz, d'actu, mais surtout aussi du Tour de France et de ce qui s'est passé cette semaine. Donc après ça, donc comme d'habitude, bien sûr, ça change pas, l'actu 2.0. Où on parlera des sorties ciné et des sorties jeux, mais là aussi on parlera de Pro Cycling Manager parce que François Pervis est concerné par le jeu. Et comme on sait qu'on a une petite communauté qui suit, qui s'intéresse beaucoup au jeu également, on en parlera. Et ensuite on aura le grand débat qui concernera la domination australienne, sur piste et le retard des Français. À ce niveau-là, vous verrez comment on abordera ça. Ensuite, donc, comme d'habitude, on finira par les conseils pronos de Bastien, du coup, qui sera seul, et par la rubrique improvisée. Donc ça, ce sera ces deux dernières rubriques en l'absence de François Pervis, comme d'habitude. Donc on va commencer tout de suite par la première rubrique, le Who Are You. C'est parti. Alors François Pervis, je vais te présenter un petit peu. Donc t'es coureur cycliste sur piste, hein. Donc voilà, ça fait depuis déjà de longues années que t'es coureur cycliste sur piste. Donc t'as commencé en quelle année, tu pourrais nous dire en gros? Alors j'ai intégré l'équipe de France en 2001. D'accord, okay. C'est plutôt jeune déjà. Donc t'as obtenu de nombreux résultats dans les différents championnats, que ce soit dans les championnats d'Europe ou du monde. Donc tu as obtenu beaucoup de médailles, mais il faut surtout souligner notamment, je pense que tu as fait ta meilleure performance cette année à Minsk, dans les championnats du monde, parce que tu as décroché 3 médailles. Donc tu as été champion du monde du kilomètre, qui est ta spécialité sur piste, on peut le dire ainsi. Oui, c'est ça, c'est ma spécialité depuis mes débuts. Voilà, donc et tu as eu 2 autres médailles de bronze de la vitesse par équipe, avec Julien Palma et Michael Dalmeida. Et t'as été médaillé de bronze également de la vitesse individuelle, donc ça c'était à Minsk 2013 au championnat du monde. Sinon t'as eu beaucoup d'autres médailles dans les championnats précédents, mais pas toutes les citer parce que t'en as eu de nombreuses honnêtement. Même si on peut le dire, t'as fait ta meilleure performance cette année. Donc oui, on peut le dire, ouais. On peut le dire, ouais. Voilà, donc si vous voulez aborder une première question, n'hésitez pas, David ou Bastien, sinon je commencerai. David, as-tu une question pour commencer? Il y a une question toute simple pour la première, c'est... déjà, salut François. Salut. Et la première question donc toute simple, ouais, c'est pourquoi avoir choisi la piste? Est-ce que c'était un choix qui s'est imposé à toi, ou est-ce que c'est vraiment toi qui as voulu te lancer dans la piste dès ton plus jeune âge? Ça s'est surtout joué, j'ai déjà fait quand j'étais petit, c'est-à-dire en Benjamin minime, je pratiquais toutes les disciplines du cyclisme, à part le BMX. Donc je faisais du VTT, du cyclocross, de la route et de la piste. Et puis arrivant en junior, où je faisais toujours ces 4 épreuves-là, fallait que je fasse un choix pour me spécialiser. Et en 2001, je suis gravement tombé malade et ma saison de route a été complètement mise de côté. Et j'ai repris par la piste. Et donc j'ai repris par des championnats de France piste où j'ai fait 2e, si j'étais en junior 1. Et j'ai été pour la première fois sélectionné en équipe de France et pour faire un championnat d'Europe que j'ai gagné. Et la même année, j'étais vice-champion du monde. Donc j'étais en junior 1, j'avais pas du tout d'entraînement sur piste, c'était vraiment sur mes qualités. Et je me suis dit j'ai pas d'entraînement,
Je suis déjà vice-champion du monde et champion d'Europe. Je suis en junior 1. Donc, si je choisis la piste, l'année prochaine, si je rentre en équipe de France, je peux devenir champion du monde. Et puis en 2001, bon bah ma saison de route a été catastrophique et c'est comme ça que je me suis penché vers la piste. D'accord. Mm. Oui, donc en fait, c'est vrai que dès ton plus jeune âge, en fait, t'as vu que t'avais le potentiel pour faire un excellent pistard et du coup, bah voilà quoi. Ouais, déjà en minime, bon, je gagnais mes courses au sprint quoi. Minime cadet, je gagnais tout au sprint et puis bon j'avais déjà l'agnac. Donc du coup, ça t'intéresserait plus du tout de revenir sur route, je suppose. Oh, si. Ah bon? Si, c'est un choix. Oui, c'est un choix que je ne regrette pas d'avoir choisi la piste. Mais parfois, je me dis que sur route, ça aurait été beaucoup plus simple. Parce qu'une vie de pistard, c'est vraiment pas simple du tout. Et même si une vie de routier non plus, ça ne l'est pas. C'est autant d'entraînement et c'est beaucoup de sacrifices. Mais je pense que bon, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de sprinteurs maintenant de Français qui arrivent, des très jeunes. Mais bon, les 10 dernières années, il n'y a pas eu grand monde. Et je pense que j'aurais pu faire mon trou. Donc je regrette un petit peu parce que je suis un passionné, je suis vraiment passionné du vélo en général, mais surtout de la route. J'ai beaucoup de copains qui courent et je suis tout le temps sur les sites internet en train de regarder les classements, les résultats. Je joue pas une course, c'est vraiment mon dada, quoi. D'accord. C'est vrai que vu de ce point de vue-là, ouais, je peux comprendre. Et bah sinon, oui, bah David, tu veux enchaîner par autre chose ou Bastien? N'hésitez pas. Bah c'est un an. Vas-y, David. Ok. Non, moi, c'était par rapport, donc là justement tu parlais de comme quoi de pistard, c'est vrai que c'était très dur. Bon, la route on sait très bien qu'aussi, mais justement je voulais parler un peu de diététique, un peu vite fait. Faut pas hésiter. Diététique et entraînement, je pense que les deux vont peut-être peuvent s'allier. C'est comment ça se gère justement donc pour un pistard au niveau des musculatures, de la puissance. On sait que sur la route, bon bah il y a les sprinteurs qui ont un certain régime, il y a les grimpeurs qui ont forcément un autre régime par rapport, il faut que ce soit plutôt assez mince et tout, alors que les sprinteurs, il faut qu'ils aient de la puissance au maximum. Comment ça se gère par rapport à la diététique, à l'entraînement? Alors ça, de ce point de vue-là, en France, on est beaucoup livré à nous-mêmes. Donc il y en a qui arrivent à se prendre en main. Donc soit ils se payent le luxe d'avoir un nutritionniste qui les suit, mais ça c'est une démarche personnelle. Soit le pistard se débrouille tout seul, comme à peu près 9 pistards sur 10 en équipe de France. On se débrouille tout seul et puis bah on fait ou on fait pas. Il y en a ils sont toujours un peu en surcharge pondérale, mais pas en surcharge pondérale, mais un peu trop enveloppés. Et bon bah c'est difficile aussi de perdre du poids quand on fait que des sprints et de la muscu très lourde. C'est sûr. On fait pas 200 km ou 150 km tous les jours, quoi. Donc c'est très difficile de perdre du poids. Et puis nous aussi, ce qui est dur, c'est que tous les jours il y a le chrono qui parle. Donc si on commence à faire un régime et qu'on tape un peu trop dedans, qu'on se serre un peu trop la ceinture, forcément on sera fatigué. Et si c'est mal fait, et si on est fatigué, il y a le chrono qui va te le rappeler. Donc c'est très très dur. On est trop livré à nous-mêmes de ce point de vue-là et bah on s'informe comme on peut, à droite à gauche. On prend des informations. Si on a envie de chercher sur Internet. Ce qu'il faut pour bien récupérer en termes de protéines par exemple, puisque nous la protéine ça nous intéresse beaucoup pour garder notre musculature, mais sinon non, c'est difficile, c'est très difficile. Ok. C'est vrai que, mais donc enfin pour le parallèle, donc vous c'est vraiment plus comme un sprinter quoi, c'est vraiment à peu près le même style, à part que les sprinters ils ont une équipe derrière, ils ont un staff énorme derrière. Mais sinon, donc c'est vraiment basé entre guillemets sur un sprinter sur route, quoi. Oui, bah nous, on peut pas dire on peut pas se comparer à un sprinter sur route, hein. Ouais. Nous, en équipe de France, bon, déjà physiquement, bon, il y a des mecs dans le peloton qui ressemblent à des vrais sprinters sur piste, hein, des mecs comme Greppel, hein, ils ont le gabarit. Tout à fait. Ouais. Mais
en termes de tout ce qui gravite autour du pistard. Le pistard est quand même un peu, on est seul au monde. On est seul au monde. Il y a la fédération qui est là pour nous aider au niveau du matériel, de la logistique, et puis des déplacements quand on est en équipe de France, forcément. Mais sinon, on est trop livré à nous-mêmes par rapport à un sprinter sur route qui a forcément un nutritionniste quand il est dans une grosse équipe, et puis quand il a besoin d'un renseignement, il sait vers qui se tourner. C'est clair. Bah justement à propos de ça, quel est selon toi le niveau et l'état du cyclisme sur piste français? Parce qu'on sait que beaucoup d'observateurs jugent que la piste tricolore s'enlise de plus en plus. Enfin, il y a beaucoup de gens qui disent ça en tout cas. Et toi, quel est ton avis là-dessus? Ouais, on peut le dire, on s'enlise depuis. Ça fait déjà des années que nous, à l'intérieur, on s'en rend compte. Mais comme on aime le dire, nous les pistards, voilà, les maillots de champion du monde chaque année que remporte l'équipe de France depuis 15 ans maintenant, 20 ans, ça cache la misère en fait, parce que derrière, comme je vous dis, je suis sportif de haut niveau depuis 12 ans. Ça fait 12 ans que je suis en équipe de France. Un nutritionniste, on m'en a proposé une seule fois, mais après c'était à ma charge. Et à cette époque-là, je pouvais pas me permettre de me payer un nutritionniste parce que j'avais pas de revenus. Donc c'est, Ouais. on s'enlise. C'est pas que sur la nutrition aussi, c'est sur tout l'entraînement qui est peut-être un peu à se reposer, à se remettre en question. Moi, ça fait 12 ans que je m'entraîne exactement de la même façon tous les jours. Ah ouais. Et ça, je pense que là-dessus, il y a quand même une grosse erreur de ce point de vue-là. Et puis même au niveau du matériel, on a perdu beaucoup de temps sur les Anglais notamment. On s'en est rendu compte il y a 4 ans. Entre Pékin 2008 et Londres 2012, on a très très peu progressé. Et on a encore vu la démonstration des Anglais. On a encore le fossé s'est agrandi entre les Anglais et nous. Et maintenant, on a même peur de ne plus être sur le podium et de se faire rattraper par les Allemands ou les Australiens, donc ou même les Néo-Zélandais. Donc je pense que on a trop dormi sur nos lauriers et qu'on n'a pas su se mettre une organisation digne de ce nom. Oui, bah, ouais. De toute façon, ça on en reparlera pas mal dans le débat, forcément. Et donc, bon, bah, si vous voulez enchaîner par autre chose, sinon je peux. J'ai d'autres questions, David ou Bastien, si vous voulez enchaîner, allez-y. Ouais, moi j'ai. T'as toujours des questions? Vas-y. Non, n'hésite pas. Ouais, c'est une petite question par rapport à la Fédération française. C'est une question toute simple. Est-ce que c'est une aide ou est-ce que c'est plutôt un boulet à porter pour vous, pistards? Ah bah non, c'est pas du tout un boulet. Sans la fédération, je serais pas là aujourd'hui. Hein. Faut que ce soit très clair, ça. Hein. Moi, la fédération, elle me paye une part de l'INSEP. L'INSEP, ça coûte très cher. L'INSEP, c'est l'Institut national du sport et de l'expertise physique. C'est là où je m'entraîne au quotidien, parce qu'il y a les installations, il y a la logistique aussi que la fédération nous met à disponibilité. Et elle nous paye tous les voyages. Non, la fédération, s'il n'y a pas de fédération, il n'y a pas de Rousseau, il n'y a pas de Tournant, il n'y a pas de Grégory Boger. Hein, c'est pas possible. On peut pas, nous, tout seul dans notre coin, s'entraîner tout seul et être champion du monde. C'est pas possible. La fédération, c'est à créer ses champions. Hein, non, c'est loin d'être un boulet. Mais pour avancer dans le très haut niveau et aller conquérir une médaille d'or aux Jeux Olympiques, la fédération a besoin de se remettre en question et de changer son orientation et sa façon de voir son organisation. C'est surtout ça qui pêche aujourd'hui. Oui, parce que je sais que je ne sais plus si c'est avec Steve Chenel, je crois qu'on en parlait. Bon, lui, d'accord, c'est pas pareil, hein, lui c'était par rapport au VT, enfin au cyclocross et tout ça. Et puis c'est vrai que il disait quand même que la fédération, par exemple, puis on a fait un peu le parallèle avec la piste, c'est qu'il
ils donnent peut-être pas tous les moyens. Enfin, si, tu vas me dire, enfin, là, tu viens de dire qu'ils payent par rapport pour les infrastructures et tout ça, mais est-ce qu'ils donnent vraiment les moyens aux pistards de, bah, justement, d'évoluer, mais vraiment de bien évoluer pour être vraiment toujours présent, c'est ça que je voulais dire en fait. C'est pas un boulet, c'est évident que sans la fédération, c'est évident qu'il y aura pas, il y aura pas de piste, hein, c'est évident. Mais est-ce qu'ils sont vraiment entre guillemets au taquet, est-ce qu'ils sont vraiment bien performants pour vous aider à aller jusqu'au bout de ce que vous pouvez faire en fait? Non, justement, c'est ça qu'on lui reproche depuis les Jeux Olympiques de Londres. Nous, personnellement, dans le groupe d'équipe de France, on demandait certaines choses qui devaient passer par notre entraîneur et on s'est rendu compte cet hiver que tout n'était pas passé, toutes nos demandes ne passaient pas Mhm. et que ça bloquait quelque part. Et non, la fédération, le haut niveau, elles se contentent de ce qu'elle a pour l'instant. Donc, elle a fait des gros efforts avec le projet de Saint-Quentin en Yvelines. Le président avec son projet de équipe de France où il veut engager une soixantaine de cyclistes. Mhm. Bon, ça, point de vue administratif, ça pourrait aider quelques pistards, forcément. Mais après, nous, ce qu'on demande, non, c'est l'évolution du matériel, la diététique, la préparation mentale, remettre en question un peu l'entraînement. Tout ça, c'est pas fait du tout. C'est pas fait du tout ou c'est trop peu fait. Et comme je dis, là-dessus, on est vraiment livré à nous-mêmes. Et c'est ça qu'on lui reproche. Et c'est à cause de ça, si aux Jeux Olympiques cette année, l'année dernière et il y a 4 ans, il y a 5 ans maintenant, en 2008, la France s'est pris une tempête, hein, faut le dire. Mhm. Hein. C'est sûr. Clairement, bah, du coup. Mais on se contente de deux médailles d'argent pour la vitesse. Mais pour nous, pistards, non, on se contente pas du tout, parce que quand Grégory Boger, pendant 4 ans, il domine son sujet sur une jambe, il est facile, il bat les mecs en finale. Bon, c'était souvent le même anglais, c'était soit Chris Hoy ou Jason Kenny, les champions olympiques. Pendant 4 ans, il était facile. Et là, le jour des Jeux Olympiques, il est pris, c'est un cadet, quoi. Mm. Donc non, nous, on s'en contente pas de médaille d'argent. Ah, bah, c'est logique, et puis heureusement d'ailleurs. Ouais, donc ouais, ça a répondu à ta question. On va passer maintenant à une autre question de Bastien. Vas-y. Ouais, donc là, on sait que t'es au Japon, en fait. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, en fait, ce que tu fais au Japon en ce qui concerne le cyclisme sur piste? Bonne question. Alors, oui, au Japon, j'y suis pour le faire du keirin. Donc le keirin, discipline olympique depuis 2000. Ça a été créé justement au Japon en 1948. J'y suis pour sur invitation. On est invité au Japon, on peut pas y aller comme ça, comme on veut. Donc c'est un véritable honneur de venir ici, d'être invité ici. Et donc c'est pour pratiquer du keirin très régulièrement, faire des courses de keirin. J'ai une course à peu près tous les 10-15 jours. Et c'est très spécial, ça n'a rien à voir avec le keirin que je peux faire en Coupe du Monde au niveau international. Ici, les règles sont totalement différentes, mais ça reste de très longs sprints, très durs, sur des pistes découvertes de 400 ou 500 mètres, avec un vélo en acier, avec des braquets qui sont de plus en plus gros, puisque c'est lancé de très loin. Donc, c'est ce qui fait, je pense, c'est ce qu'a fait que j'ai été champion du monde sur le kilomètre. C'est au mois de février dernier, puisque l'année dernière, j'ai été de septembre à décembre au Japon aussi. Et donc, tous ces critères-là, vélo en acier sur piste en béton, avec du vent sur des pistes découvertes, ça te rend beaucoup plus fort physiquement. Et puis, on fait vraiment des sprints de titan. Des fois, ça lance à 700 mètres. Et puisque moi, les Japonais, ils ont le droit de rentrer dedans. Et il y a le droit au contact. Donc, c'est très violent, c'est très tactique, c'est très dur. Donc ça m'a été très très bénéfique. J'ai pris énormément de force et de puissance. Et voilà à peu près pourquoi je suis venu ici au Japon. Et j'y suis pour le contrat, c'est un minimum de 3 mois. Ça peut aller jusqu'à 6 mois. Donc c'est assez conséquent quand même.
Effectivement. Mais enfin, les Japonais, enfin, je suis pas spécialement connaisseur, mais je trouve on les retrouve pas spécialement dans les compétitions mondiales. Non, ouais, c'est vrai, pas du tout même, puisque ici au Japon, c'est considéré comme un métier et pas un sport. Et ici, les Japonais, il y en a beaucoup qui roulent en Lamborghini, en Ferrari, Bentley. Il y a beaucoup de millionnaires au Japon. Ils sont à peu près 3000 coureurs à vivre du keirin au Japon. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est comme le PMU chez nous en France, il y a des gens qui viennent parier sur les coureurs. Donc il y a pour les grosses courses, il y a des gros price money. Et donc les coureurs, bah forcément, quand tu cours tous les 10-15 jours, des price money élevés, bah les mecs ils se font de l'argent et ils vivent très bien. Et donc ils veulent pas sortir, ils veulent pas perdre leur temps, aller au niveau international parce qu'ils savent qu'ils sont beaucoup moins forts que les internationaux. Et aussi il y a un système de points qui est très important ici dans le système. Et quand tu perds des points, tu peux ne pas faire des très grandes courses au très gros price money. Donc c'est important qu'ils restent au pays et qu'ils continuent de courir pour gagner des points pour rester au top niveau ou au niveau qui est le leur. Et donc c'est pour ça qu'ils viennent pas s'embêter à venir avec nous au niveau international parce que ou ceux qui viennent c'est vraiment pour le plaisir quoi. Mais bon ils perdent beaucoup d'argent quand ils viennent au niveau international. Ah ouais, c'est pas du tout la même philosophie en fait. Non. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'entends encore, là, il y a un coureur qui m'a demandé comment je m'entraînais à ma dernière course. Et lui, il me disait qu'il faisait 100 km 5 fois par semaine. Ah ouais. Donc, il me disait du lundi au vendredi, tous les matins, je commence par 100 km. Ah Je ouais. me dis, attends, tu fais des sprints de 500 mètres. Pourquoi tu vas faire 100 km? Tu perds ton sprint. C'est pas bon, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de Japonais qui courent comme ça parce que il y a leur professeur, parce que en fait, il faut aller à l'école avant de rentrer sur le circuit du keirin. Tu vas à l'école pendant 1 an et leur sensei, leur professeur, un ancien qui était un grand de l'époque, lui faisait ça. Et donc, c'est resté dans les mœurs de tout le monde. Et donc, tout le monde encore aujourd'hui fait ça. Ils n'ont pas du tout évolué en 50 ans. Ils n'ont pas du tout évolué sur l'entraînement. Et c'est pour ça qu'ils ont un niveau pas bon du tout. Et c'est pour ça que quand ils viennent au niveau international avec nous, on les retrouve pas sur le podium. Voilà. Merci pour ces explications. Bah, oui, tu veux réagir, Bastien? Non. Non. C'est très intéressant. Hein. Oui, bah clairement. Mais c'est pas du tout ça. Parce moi non plus. Je pense que peu de gens savaient ça. Voilà, donc bah justement, j'aurais une question un petit peu, un petit peu bête. Comme on parlait un petit peu d'argent tout à l'heure, est-ce qu'en France, le cyclisme sur piste permet de subvenir financièrement à ses besoins? Je vais dire qu'on survit. On survit tous. Alors, il y en a forcément, ils survivent un peu mieux que d'autres. Parce que c'est sûr qu'on est champion du monde tous les ans, c'est quand même plus facile que quand on sort de junior ou quand on est espoir et qu'on n'a pas encore un gros palmarès et qu'on est encore dans sa phase de progression. Mais non, c'est chaque année. Moi, par exemple, mais pour mon sponsor principal de l'année dernière, j'ai beau être champion du monde cette année, il m'a dit qu'il me reconduisait pas. Ah oui. Après, les sponsors, si c'est 2, 3, 4 000 euros à l'année, ça suffit pas. Donc il y a les collectivités territoriales qui sont là pour aider un petit peu. Il y a le comité national olympique qui est là pour aider un petit peu. Le ministère des Sports. Mais mis bout à bout, c'est pas grand chose et c'est trop aléatoire d'une année à l'autre. Et c'est surtout qu'on n'a pas du tout de couverture sociale. On n'a pas de couverture sociale. Donc moi j'ai 28 ans. J'ai cotisé que 2 années quand j'étais pro chez Cofidis. Ouais. Donc, puisque je compte faire du vélo encore, moi je pense que bon, je commence à arriver dans mes meilleures années. Il me reste facilement une Olympiade et peut-être plus. Donc, ça voudrait peut-être pousser jusqu'à 34 ans. Donc, si à 34, 35 ans, je commence à rentrer dans la vie active, moi, mes 40 années de cotisation ou mes 44 années de cotisation, je vais pas travailler jusqu'à 80 ans ou 75 ans pour avoir ma retraite. C'est clair.
Et puis quand on voit le système d'aujourd'hui, comment ça se passe, le système des retraites, où c'est très mal payé, où les gens vieillissent de plus en plus et où on a beaucoup plus de mal à payer la retraite des personnes âgées, c'est pas possible, c'est pas possible du tout. Et à côté de ça, je gagne pas assez pour pouvoir me permettre de mettre de l'argent de côté, de mettre de l'argent dans les murs et puis avoir une rente plus tard. Donc on va dire j'ai le cul entre deux chaises et pour l'instant on est faut pas trop on pense à l'avenir, mais quand on pense à l'avenir, on pense à ce que je viens de dire et c'est plus ou moins sombre. Et ça c'est difficile quoi. On est dans une situation beaucoup trop précaire. Ouais, ouais, bah, C'est- c'est clair, je moi. trouve ça, je Vas-y, trouve Bastien. ça assez incroyable, ça quand même. C'est C'est fou, étonnant. c'est que ce- Parce que du coup, t'as cotisé 2 ans à Cofidis, c'est ça en gros? T'as fait de 2008 à 2010 chez Cofidis? Voilà. Ouais. Et donc, Ouais, ouais, c'était très bien, hein. C'était super. L'équipe Cofidis, en plus de ça, bon bah moi je suis un grand passionné de la route et de tout ça. J'ai été au contact des pros. Pour moi, ça a ouais. été une grande aventure. En plus de ça, j'ai été faire la reconnaissance avec l'équipe du Tour des Flandres en 2009. Ça a été, je suis tombé amoureux, quoi, hein. D'accord. C'était incroyable. C'était super pour moi. Mais malheureusement, ça s'est terminé. Et puis bon, bah maintenant, bah, on fait comme on peut, quoi. Ouais, donc, bon. Ouais, bah, c'était un petit peu ma question, hein, donc, qu'est-ce que ça t'a apporté de plus d'être chez Cofidis, donc, bon, mais donc là, c'est difficile de trouver une équipe, enfin, ça a l'air, vu que t'as Il pu trouver une équipe que 2 ans. Ah, pardon? il y a pas d'équipe, donc Ah ouais, ouais, c'est pour ça on a avec très grande impatience bah, le projet du président, en espérant que ça arrivera en heure et en temps voulu. Mais de toute façon, 2015, ce sera un peu trop tard pour tous ceux qui sont déjà actifs. Parce que moi j'ai 28 ans, Grégory Bouger il a 28 ans. Euh, mais bon, ce sera toujours mieux que rien. Et puis espérons que ça perde pas de ça prenne pas de ça perd pas de temps. Hmm. Ouais, d'accord, bah, je ne savais pas, donc, bon, bah, si David ou Bastien voulaient encore enchaîner par autre chose. Ouais, enfin, deux coureurs, être coureur sur route et coureur sur piste, en fait, c'est deux situations bien distinctes, en fait. C'est Ah bah c'est oui, vraiment oui, très oui. éloigné, hein. Oui, oui, et puis même en termes de tout, en termes d'entraînement, en termes de statut social, en termes de tout ce qui gravite autour du coureur, c'est vraiment l'opposé. On a juste l'amour du vélo, forcément Exactement. dans les deux cas, mais nous, je pense qu'on est encore un peu plus amoureux parce que on galère tellement, je peux pas avoir de projet, parce que je vis dans 25 mètres carrés à Paris, avec ma fiancée, c'est pas facile, ça fait 5 ans que c'est comme ça. Euh, Si on veut avoir un bébé, par exemple, bah, on se dit, bah, on peut pas parce que c'est trop petit et il faudrait plus grand, mais avoir plus grand, mais avec quel moyen? À Paris, je suis obligé de rester à Paris pour mon entraînement. Donc, voilà, Ah il y ouais. a plein de projets. On peut pas avoir de projet. Et quand je vois un coureur pro, néo-pro, qui doit être à peu près à 2500 net, ou peut-être même brut plutôt, à peu près, si je dis pas de bêtises, moi j'ai ça, mais je suis le roi du pétrole. Et Mm. pourtant, j'ai pas ça, je suis champion du monde et j'ai 7 ou 8 médailles au championnat du monde. Mais bon, on peut pas trop comparer parce que la route et la piste, on peut difficilement comparer. C'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Ouais, Malheureusement pour nous. Ouais, c'est mais ça qui est hélas. dommage d'ailleurs. Ouais, c'est ça. C'est le problème, ouais. Vous êtes des sportifs, ça reste le cyclisme. Enfin, je vois ça et qu'il y a un tel fossé entre deux disciplines d'un sport, c'est énorme. Enfin, Ouais, Ça vient un Ouais, peu. malheureusement. c'est hallucinant. Quoi. Parce que on savait tous, bon, qu'il y avait quand même des difficultés chez les pistards, mais là, j'avoue que, pouf, ouais. Oui, bah on en avait parlé avec Julien Duval et Morgan Kniaski. Bah, ça vient un peu appuyer ce que tu disais à propos de la fédération, qui c'est un peu à eux de faire le boulot, tout simplement. Tout simplement. Mais bon. Sinon, j'ai une petite question, justement, juste pour rebondir par rapport à tout ça, c'est par rapport justement à, on en parle assez souvent avec nos invités, c'est par rapport à la reconversion, en fait. Justement, J'avais bon, la tu même. parles de ton avenir qui est un petit peu sombre et tout, si on parle de tout ça, mais toi, quand tu arrêtes le cyclisme, est-ce que tu as enfin, la piste, est-ce que tu as déjà en tête un projet ou quelque chose qui Oui, pourrait se oui, faire? je pense avoir plusieurs cordes à mon arc. Bon, déjà, j'ai un brevet d'État, donc quelque part, je pourrais être entraîneur, encadrant ou quelque chose comme ça, au pire des cas.
Après, je viens de valider ma licence en management sportif. Mhm. Euh, Ça dans le but, pourquoi pas, d'être en charge d'un vélodrome couvert, d'être directeur d'un vélodrome couvert, puisque dans les années à venir, il va y avoir quelques vélodromes couverts qui vont sortir de terre. Donc avec mon expérience et ma qualité grâce que j'ai acquise grâce à mes diplômes, pourquoi pas être directeur d'un vélodrome couvert et puis essayer de faire tourner vélodrome et puis voilà, faire venir des équipes, des clubs, faire de la détection de jeunes et puis dans le milieu du cyclisme aussi, j'adorerais être directeur sportif dans une équipe pro sur route. Mm. Mm. Ça, c'est vraiment vivre ça du milieu, voilà, essayer de... Justement, avec Pro Cycling Manager, on va parler plus tard, ça m'a énormément donné envie de gérer un peu tout ça, et puis même de vivre les grandes courses dans le monde entier, de l'intérieur. Mais sinon, moi, depuis tout petit, j'ai toujours rêvé d'être pompier professionnel. Donc, il y a ça aussi qui est encore faisable. Donc Mhm. voilà, j'ai j'ai plusieurs pistes. Je m'en fais pas Justement. trop de ce point de vue-là. D'accord. En tout cas, on te le souhaite, hein, de devenir directeur sportif d'une équipe professionnelle. Et, ouais, et sur ce, bah, je sais pas, à moins que vous ayez vraiment une dernière question, mais sinon, on va enchaîner par la prochaine rubrique. De toute façon, on reparlera de pistes et tout ça dans Ah, le débat. moi, j'ai une toute petite question, bon, ça va être Ah, rapide, je pense. J'ai vu que tu avais un site internet à toi. Oui. Les réseaux sociaux, apparemment, bon, t'es quand même, t'y es pas mal, je suppose, hein. un Et est-ce que habitué. c'était une idée à toi, par exemple, le site internet, est-ce que c'est toi qui as voulu ce site, ou est-ce que c'était plus un besoin de pub, de te faire connaître un peu justement ta discipline, faire ce que tu fais ou tout ça? Comment ça s'est passé, cette création du site? Alors, c'est un ami journaliste qui m'a proposé de créer un compte Twitter et de créer aussi mon site internet bah, pour pouvoir avoir une base, un support pour montrer à des potentiels sponsors bah, que voilà que j'ai de l'image, j'ai de la communication et que eux peuvent avoir un retour grâce à tous ces moyens-là. Donc Mhm. mon site internet, voilà, c'est lui qui gère, il fait des communiqués de presse à mes partenaires, il fait des newsletters, il fait beaucoup de choses. Et donc, afin de redonner un peu en retour aux partenaires, à mes partenaires, leur image, une communication, et puis voilà, développer un peu tout ça pour maximiser mes chances de garder les partenaires existants et d'en toucher des nouveaux. Mais c'est une Donc ça, vitrine, quoi. comment? C'est une vitrine, quoi. C'est vraiment pour montrer, voilà, que tu es là, tu t'impliques, que tu fais Ouais, des ouais, choses, que t'es, voilà, enfin, que tu existes, en fait, entre guillemets. voilà, c'est ça, c'est Mm. ça, c'est, je peux pas me permettre de ne pas en avoir un. Mm. C'est voilà, un routier, il a pas besoin de ça, il s'en fiche. Il Oui, y en a, voilà, il gagne 30-50 000 € par mois, il s'en fiche. c'est sûr. Moi, c'est un C'est sûr. support important pour moi pour essayer de trouver, voilà, un petit partenaire, une entreprise, voilà, avoir des supports. J'ai des posters, j'ai des cartes de dédicaces, j'ai une voiture avec écrit en gros le modèle de la voiture, parraine François Pervy, champion du monde. Voilà, et pour faire un max de pub. Mhm. Et donc tout ça c'est important si on veut être si on veut avoir de la crédibilité, je pense. C'est important pour nous, Pistard. C'est sûr. Donc, quand même, bah, c'est vrai que bon, bah, C'était comme ta je te dernière dis, question. enfin, je me doute un peu, hein, que c'est vraiment, voilà, une vitrine, parce que c'est vrai que, voilà, comme tu disais tout à l'heure, hein, c'est tellement difficile pour vous de trouver, de l'argent, tout simplement, donc, enfin, voilà, c'était même une petite question comme ça que, Non, ce serait bien, ça vient clôturer un peu la discussion. Ben, du coup, on va passer à la deuxième rubrique, les boss de la semaine, et on reparlera de la piste et de tout ça tout à l'heure. Allez, c'est parti. Donc alors là, les buzz de la semaine, on va parler, donc, comme je l'ai dit en intro, on va parler du Tour de France, de ce qui s'est passé. Mais d'abord, je sais que David nous a préparé un petit quelque chose, on va parler de ça vite fait. Vas-y David. oui, très rapidement. Donc, en fait, on connaît tous le Big Brother américain qui voit tout, qui entend tout, qui contrôle tout. Et en fait, on l'apprend, bon, c'est pas vraiment une grosse surprise, hein, qu'en fait, il y a eu des révélations donc sur tout ça, sur ce qui s'est passé aux États-Unis.
on s'est demandé vite fait, rapidement, pourquoi la France n'a pas réagi, n'a pas contesté, n'a rien dit, tout ça. Et en fait, c'est parce qu'il se passe exactement la même chose en France. Donc, on a aussi notre Big Brother français. C'est-à-dire que la DGSE, donc la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, contrôle tout. Tout ce qui est SMS, les mails, enfin, tout ce qu'on peut faire sur les réseaux sociaux, par le téléphone, n'importe où, tout est contrôlé par la DGSE. Donc voilà, c'est Le Monde hein, qui révèle ça aujourd'hui, enfin aujourd'hui ou hier, je ne sais plus. Enfin bref, c'est très très récent. Donc voilà, donc c'était juste pour dire ça, pour dire que faites attention à ce que vous envoyez hein, en texto, attention. Ne dites pas trop, ne critiquez pas trop l'État. Voilà, et puis contre tout, mais même si les appels à l'étranger, tout, et puis que ce soit politique ou même les particuliers, enfin tout le monde, hein, tout le monde est susceptible d'être écouté par la DGSE. Donc voilà, c'était juste pour dire qu'il n'y a pas que les Américains. Moi qui m'ai tapé sur les Américains, bah voilà, je peux aussi dire que la France fait exactement la même chose. Voilà. Voilà. On est tout autant des enculés qu'eux. Non mais j'aurais pas grand chose à dire d'autre là-dessus parce que ça tout dit. De toute façon, il n'y a pas grand chose à rajouter. À part si François veut réagir, même si bon, je sais pas. Sinon. Non, j'ai rien à dire là-dessus. Non, moi non plus, Bastien non plus. Non. Non. Non, mais de toute façon, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Hein. C'est une info comme ça. Ouais. Voilà. Je crois que tout le monde doit faire à peu près la même chose. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Tous les services de renseignement font la même chose dans leur pays. Et encore nous, bon. Nous, on est espionnés, mais on n'est pas censurés ni rien. Alors qu'il y a des pays, bon, la Chine et tout ça, où eux sont non seulement contrôlés, espionnés, mais en même temps censurés, emprisonnés pour le moindre écart. Donc voilà, on n'a pas trop à se plaindre quand même. Quoi. Ils interfèrent pas trop dans la vie des simples particuliers, contrairement à d'autres pays. Voilà. Tout à fait. Bon, bah voilà, on va pas se lancer dans le débat. Non. Et on va enchaîner avec le tour du coup. On va dire un petit peu ce qui s'est passé pendant la semaine, hein, que ce soit le bus qui était arrêté sur la ligne de Eureka Green Edge, ou bah, tout simplement les résultats d'un point de vue sportif. Je sais pas si François tu vas donner une première réaction à propos de ces premières étapes, parce que enfin faut dire que là on enregistre le jeudi, donc juste avant la 5e étape, donc bon voilà, on est au courant que des 4 premières. Vas-y François, si t'as une première réaction, vas-y. Eh bien, j'ai pas vu la première étape ni la deuxième puisque j'étais en course et qu'en course j'ai pas le droit à internet ni à tout ce qui est communication. Mais j'ai regardé le contre-la-montre par équipe et j'étais un peu surpris de voir que Sky s'est fait battre. Mais bon, c'est vrai que ça s'est joué à très peu, hein, mais bon, ça montre, on va en parler plus tard, ça montre qu'il y a quand même du souci à se faire en France quand on voit que la première équipe française, je crois, est 15e. Voilà, je sais pas si dans ces équipes-là, on a toujours pas le prochain vainqueur du Tour de France. Bah, c'est un peu ce qu'on parlait, Pascal Hervé, hein. C'est vrai qu'il disait que, en France, on a de très bons grimpeurs, on a de très bons sprinteurs, on a des bons, coureurs contre la montre, comme les Chavanel, les Perrault, qui se débrouillent bien. Mais ça, voilà, on n'a pas le coureur qui va faire que, il va allier les trois disciplines, et encore moins l'équipe qui va avec. Voilà, parce que bon, gérer contre la montre tout seul c'est bien, mais en plus ils ont pas l'équipe qui va aller avec pour les aider quoi. Et c'est un peu le problème, je pense, du cyclisme, enfin, pour le futur vainqueur Tour de France quoi. Tout à fait David, bah voilà, de toute façon moi le Tour on va le suivre régulièrement forcément, et bah, je sais pas, on réagira sûrement au fil de nos émissions. Là bah on va, je sais pas si vous avez pas d'autres choses à dire. De toute façon on va enchaîner par l'actu 2.0 et on reparlera de tout ça dans le grand débat. L'actu 2.0 c'est tout de suite. Alors donc l'actu 2.0, donc là ça va se diviser en deux parties, un peu comme souvent. On va d'abord aborder les sorties cinéma et ensuite on parlera des sorties jeux avec... et surtout on parlera de Pro Cycling Manager qui est de toute manière sorti il y a pas longtemps, parce que François Pervis est plutôt concerné par le jeu. Mais d'abord on va aborder rapidement les sorties cinéma. Allez-y les gars, qui veut commencer, commence. On va dire Bastien, vas-y. Avec la sortie de World War Z, un film d'horreur post-apocalyptique avec Brad Pitt notamment. Alors c'est un film de Mark Foster,
les réalisateurs de Neverland, de Quantum of Solace, le James Bond, Mm. ou de Machine Gun plus récemment. Donc c'est un film en fait dans le style de 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard, c'est de Danny Boyle, hein, enfin à peu près, je me suis rapproché de ça donc pour ceux qui connaissent. Donc je vais lire le synopsis. Donc un jour comme les autres, Jerry Lane, ancien membre de l'ONU, se retrouve pris avec sa famille dans une brutale et soudaine attaque de zombies au cœur des rues de Philadelphie. Le phénomène est inexpliqué et inexplicable, mais une pandémie se répand à toute vitesse aux quatre coins de la planète. Jerry est chargé par ses anciens supérieurs de partir avec une équipe de militaires et de scientifiques pour trouver un antidote au plus vite. Son périple le mènera en Corée du Sud, en Israël, etc. Alors, les acteurs principaux, il y a Brad Pitt dans le rôle principal hein, de Jerry Lane. Il y a Mireille Enos dans le rôle de Karen Lane, hein, sa femme. Il y a David Morse qui joue un ex-agent de la CIA. Et il y a Matthew Fox qui joue un parachutiste. Enfin, ça, c'est les gens qu'on connaît un peu plus. Et sur Allociné, là, ça fait déjà 4. C'est quand même sympa. Ça a l'air d'être, je pense que ça va être un des gros films de l'année. Je pense également. Donc voilà, bah, c'est tout ce que tu peux nous en dire. En tout cas, ça a l'air pas mal. Au vu Ouais. de ta Il y a description. les moyens sur ce film, hein. C'est un film à très gros budget, un Oui. blockbuster. Au film américain. Bah, du coup, on peut enchaîner par le film de David. Oui, en fait, bon, c'est un documentaire, donc bah, avec l'actualité, Nelson Mandela qui est en mort artificielle actuellement, donc du coup, ils ressortent un documentaire qui s'appelle La Réconciliation, le miracle de Mandela. Donc ça dure 1 heure et demie, ce sont que des témoignages de proches, de politiques d'Afrique du Sud. Et voilà, donc avec beaucoup d'interviews comme de Clint Eastwood par exemple, car à l'époque il tournait le film Invictus. Donc voilà, donc c'est un hommage hein, vraiment à Nelson Mandela par rapport à ses années d'emprisonnement, à ses conditions d'emprisonnement, à sa lutte justement contre l'apartheid. Voilà, donc c'est vraiment un bel hommage qui lui est rendu quoi. Voilà. Et puis là, comme ça ressort justement par rapport à l'actualité récente. Voilà, c'est ça. Parce que sinon, ce documentaire date de 2010. Hein. Donc faut quand même le savoir, c'est pas, ils l'ont pas fait forcément spécialement pour ça. Donc voilà, donc il fallait le signaler quand même et puis rendre un hommage comme à Nelson Mandela avec sa vie, sa lutte, voilà. Non mais... Voilà. Rien que pour l'intituler, rien que pour Nelson Mandela, Tout à fait. il faut regarder. Non mais c'est intéressant. Mais sinon, avant d'aborder les jeux, est-ce que, je sais pas, François, tu sors au ciné de temps en temps ou pas ou... Non, pas beaucoup. Hein. Je dois y aller 3 fois par an peut-être. Ah ouais, Donc non, c'est pas beaucoup, très peu. d'accord. Ouais, bah, t'as pas Je- forcément de temps, c'est sûr. Et bah, du coup, on va aborder les sorties jeux Moi, immédiatement. Excuse-moi, j'ai une petite question justement par rapport là, Vas-y. au fait que François soit au Japon. Est-ce qu'il arrive à se tenir au courant de tout ce qui se passe en France, en Europe? Oui, oui, je regarde les informations en différé sur Internet et c'est comme ça que je me tiens au courant un peu de ce qui se passe. Mais comme je l'ai dit, quand je pars en compétition, j'ai pas du tout le droit d'avoir Internet ou toute forme de communication, donc je suis vraiment enfermé dans la piste pendant 4-5 jours. Et quand je reviens, bah, je regarde tout de suite les nouvelles, savoir ce qui se passe dans le monde en général et puis dans le monde sportif aussi. C'est comme ça que je me tiens au courant. Ok. Bah voilà, très bien. Du coup, bon, on va parler des jeux. Donc PCM, ah non, je sais que oui, David, t'avais une sortie, non? Oui. Alors en fait, bah, ça va un petit peu rejoindre le film que Bastien nous a conté. C'est The Walking Dead Ouais. 400 jours. Donc en fait, c'est un DLC du jeu The Walking Dead. Donc Série. comment? La série, non? Ouais, mais c'est un jeu aussi. Oui, oui, enfin, c'est basé sur la série, bien sûr, The Walking Dead, mais ils ont sorti un jeu qui est fait en sorte que c'est comme un dessin animé en fait. C'est un peu comme, enfin, un dessin animé, une bande dessinée en fait. Et c'est vraiment un excellent jeu. J'ai vu un Ouais. walkthrough sur internet de ça, et c'est vraiment excellent. Donc là, c'est un DLC qui sort là. Je crois que c'est le 3 juillet. Bah, ça, donc bah, qui est sorti hier, du coup.
Ouais. Et en fait, là, on peut contrôler Vince, Shell, Bonnie, Russell et Wyatt, 5 nouveaux survivants. Et en fait, bah, c'est un peu comme dans le précédent. En fait, selon le personnage, les histoires s'entremêlent. En fait, c'est selon les choix que l'on fait, l'histoire change. Et c'est vraiment bien foutu. Franchement, si vous ne connaissez pas le jeu, donc The Walking Dead, le premier, faut y jouer. Franchement, c'est vraiment très 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 bien fait. Et bien sûr, comme disait Bastien, c'est vraiment bien sûr basé sur l'ambiance de The Walking Dead. Donc encore une fois aussi les zombies, le post-apocalyptique et voilà quoi. Pas très bien, David. Non, moi j'ai rien à ajouter sur ce jeu. Du coup, on peut se lancer dans Pro Cycling Manager sereinement. J'ai envie de dire. Du coup, donc, ouais, PCM qui est sorti, c'était, je me souviens plus de la date, c'était le 20, non? Le 20? Jeudi 20 juin, Ouais. ouais. C'était le 20 juin. Donc bon, ça fait déjà quelques semaines, du coup. On peut en reparler, parce que François Perrus est plutôt concerné par le jeu, donc dis-nous, bah, pourquoi t'es concerné par le jeu en gros, François, ou ce qui t'inspire également, vas-y. Je l'étais concerné puisque j'y étais un très très gros joueur pendant des années et j'ai dû me faire violence pour arrêter parce que sinon j'allais jamais faire mes dossiers pour valider mon diplôme. Donc c'est bête à dire hein, mais j'étais plongé dedans, je passais des nuits blanches à y jouer. J'avais même plus de vie sociale, hein, j'étais complètement, le jeu m'avait complètement rendu taré. Fallait absolument que j'avance, fallait absolument que je valide mes objectifs. Je voulais arriver à l'intersaison pour faire mon mercato. C'était un grand truc de dingue. Et voilà, bon, comme j'ai dit, j'ai été obligé de me faire violence pour arrêter parce que sinon, j'allais jamais valider mes dossiers et puis mes examens. Donc depuis 2 ans, j'y joue un petit peu moins quand même. Mais bon, là au Japon, j'ai beaucoup de temps libre et je m'y suis remis et je vais certainement racheter le nouveau forcément. Ah, donc pire que nous, il y joue encore plus, François. Et on avait interviewé, on a interviewé Frère, là, le chef de projet, enfin Clément Pinger, et il nous avait dit qu'il y avait des ingé sons qui étaient venus prendre des sons avec toi sur la piste. Oui, oui, oui. Ils sont venus cet hiver, je crois, au mois de décembre dernier, je crois bien. Et ils étaient venus aussi à l'origine du premier jeu qui est sorti avec la piste, la section piste. Donc ils étaient venus à l'INSEP, là où je m'entraîne, et puis on avait beaucoup échangé. Et je leur avais donné des conseils qui seraient bien d'avoir dans le jeu. Ils ont exactement respecté ce que je leur ai dit, donc ça m'a fait très plaisir. Et puis ensuite, apparemment, moi, dans la communauté, tout le monde, beaucoup de monde en tout cas, aime bien ces petites parties pistes. Et puis ils l'ont évolué par la suite en rajoutant des nouveaux vélodromes, des nouvelles courses. Et je pense que ça marche super bien. Et c'est marrant quoi, ça change, ça change, ça évolue, c'est dynamique et puis c'est sympa quoi. Et donc je pense qu'ils vont encore évoluer. D'ailleurs, je pense que les prises de son qu'on a faites au mois de septembre dernier, c'est sûrement pour la version qui vient de sortir. Donc, ça me donne encore une raison de plus pour l'acheter. Et donc, du coup, toi, quand tu joues à PCM, tu joues surtout sur route ou sur piste? Je vais être franc avec vous, je joue jamais à la piste. J'en étais sûr. Ouais. Jamais, c'est fou, hein, mais Ouais. non, j'y joue jamais. Je joue un petit peu en réseau pour essayer de me faire la main et puis pour voir ce que je valais dans mon interactif. Ouais, Mais non, si j'étais pas bon du tout. Ah oui, Donc mais non, je suis à fond dans ma carrière et puis dans le dénicher des nouveaux talents, faire de la détection et puis trouver le futur vainqueur du Tour de France français parmi mes jeunes détectés. Ah oui, Donc voilà, c'est ça mon objectif. c'est une belle ambition. Non, Voilà, ouais. donc tu fais surtout des carrières en fait. Voilà, je joue qu'en carrière, ouais. Je me passe pas. D'accord, très bien. Voilà, donc je sais pas si... une petite question comme ça fait... Quelle sensation ça fait de se retrouver dans un jeu vidéo? Parce que on sait que t'es quand même dans le jeu parmi les coureurs pistes. Et donc, qu'est-ce que ça te fait bizarre? Ça te fait quoi? Au début, oui, ça fait bizarre quand t'es passionné par un sport et puis qu'après il y a quelqu'un qui vient te voir et te dit on va faire un jeu vidéo de ton sport et on va te mettre dedans.
Bon, il y a eu la base route, mais faire additionner la piste, ça a été sympa. En plus de ça, j'ai vraiment participé à l'élaboration à la création de cette partie-là, donc ça a été un véritable plaisir après de voir mon nom, même si c'est pas mon vrai nom. Oui. Mais oui, non, mais ça, il y a pas de souci. Mais non, c'est un véritable plaisir. Et puis, ça a été très très bien accepté par la communauté. Et puis, bon, franchement, sur les forums, il y en a qui adorent y jouer. Bah, Ça en parle et il y a beaucoup de joueurs en, en jouant en réseau. Donc, bah, honnêtement, ça marche super. Donc, c'est sympa de savoir. Parfois, des fois, j'ai des messages dans mes mails sur le forum qui dit tiens, je fais que de gagner avec toi et tout, c'est cool. En plus, on peut te parler, tu réponds, c'est sympa. C'est voilà, c'est l'échange. C'est C'est ça. ça, c'est super. bah, honnêtement, C'est c'est génial. c'est un petit peu mon cas. Enfin, je joue beaucoup sur piste en réseau. Bah, moins maintenant, parce que, enfin, bon, bref. Mais j'y joue souvent, et c'est vrai que je dis pas ça parce qu'on te parle là, mais je joue souvent avec toi, hein. Honnêtement, quand je prends un coureur, mais oui, c'est vrai, mais même mon frère, Parce que enfin, je crois qu'on, je me je dois souviens qu'on, avoir un point de stat en plus que les autres. ouais, non, mais t'es bien noté, tu Ah oui? 8 accélérations, ça 8-6-6, il me semble. Et oui, Voilà, mais, si j'ai ah ouais, mais c'est vrai, je prends souvent, mais c'est vrai que, enfin, c'est quand même difficile de jouer sur piste, sur PCM, c'est parce que les joueurs qui jouent en réseau sont quand même assez bons. Donc, ouais. franchement, ouais, faut pas s'arrêter là-dessus, mais, enfin, faut persévérer. Mais bon, Ouais. c'est assez chaud, ouais. Bon, on t'initiera si tu veux. Bah, il faut venir sur 2013, hein, parce qu'on a, faut pas se cacher, on va pas non plus te dégoûter de l'acheter, mais il faut, la piste a un petit peu perdu de sa vigueur, hein, c'est un petit peu devenu, c'est un petit peu difficile de trouver des parties, tout ça. Donc Mm. on compte sur toi pour venir sur le 2013 avec nous jouer de la piste. Et également Voilà. motiver la communauté. Tout à fait. Non, parce qu'on est quand même assez présent dans la Mm. communauté PCM. C'est pour ça qu'on en parle pas mal là maintenant, à l'instant, mais sinon, ouais, c'est vrai que le mode piste est assez délaissé, hein. Honnêtement, Ouais. bah, enfin bon. Mais bon, si on dit Non. que François Pervis arrive sur la piste, là c'est bon, là. Ah bah là, il y aura Ouais. une influence assez C'est étonnante. c'est que le début, ça a peut-être évolué. Oui, oui, mais je sais qu'il y a beaucoup Ouais. de joueurs qui aiment ça, mais c'est pas évident de trouver des parties pistes parce que, ouais, parce que le Ah, c'est système bizarre. est fait tel que, ouais. Mm. Bon, puis comme Ah, sur bon. 2012, il y avait pas beaucoup, enfin, il y avait beaucoup de bugs en réseau et moins de possibilités, bah ça a fait que les gens ont arrêté de jouer. Mais bon, en tout cas, ouais, moi j'aime bien le mode, hein. Et dès qu'il y a une partie, j'y vais personnellement. Non, non, mais c'est, on aime bien. Donc voilà. À propos de Pro Cycling Manager, et bah du coup, bon bah voilà, on va enchaîner sur le grand débat. Tout de suite, c'est parti. Alors le grand débat, donc je tiens à préciser qu'il a été choisi par toi, François. Donc bon, ouais, je te remercie parce que t'es le seul de nos invités qui a choisi son débat. Bon, je sais pas pour dire aux autres invités qu'ils auraient dû en choisir un. C'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout. C'était pas pour ça que je disais ça. C'est Mais c'est normalement à nous de choisir quand même. Enfin, oui, pas c'est dire ça. que c'est mais c'est pour ça que je vous avez remercie. choisi. Tout à fait, merci. C'est pour ça que je remercie François parce que c'est d'autant plus sympa de sa part d'avoir choisi, d'avoir pris le temps de regarder ce qui l'intéressait et tout. C'est bien sympa. Donc en gros, tu nous as montré un article, Orica à la bonne heure, la France en retard. C'était à propos du contre-la-montre par équipe de Nice, où Orica Greenwich s'est imposé. Et donc en gros, on disait que, enfin, l'article parle du professionnalisme en gros des Australiens, mais également des Britanniques sur piste, qui fait que bah ça leur apporte beaucoup, et notamment dans les contre-la-montre par équipe. Bah, est-ce que tu peux détailler un petit peu plus la problématique, si je puis dire, François, vas-y. Hésite pas, en gros. Bah, c'est que en France, la piste est très délaissée par les routiers, alors que en Australie et en Angleterre, quand tu t'es les plus jeunes catégories, on te met sur une piste, on te fait apprendre à pédaler sur une piste, on te fait apprendre à te connaître sur les bouts de doigts sur une piste. Et c'est la piste. On dit que c'est l'école du vélo. C'est voilà, c'est vrai. On apprend à tout sur piste, à tourner les jambes, à frotter, à sprinter, à rouler fort.
on apprend tout sur piste et en France, il y a pas du tout cette culture-là qu'ont les Australiens et les Anglais. Et on voit c'est incroyable. S'il faut compter le nombre de pistards qu'il y a dans l'équipe Orica Green Edge et dans l'équipe Sky, bah on comprend tout de suite pourquoi c'est eux qui sont devant. Et puis c'est les mêmes qui sont capables de tenir une intensité et de se connaître parce qu'ils se connaissent sur le bout des doigts et qui sont capables parce que maintenant les courses les courses de côte, les courses les étapes de montagne, quand on voit comment ça se déroule aujourd'hui, c'est un contre-la-montre. Il y a plus d'attaque, il y a que Contador qui fait des attaques sèches. Mais ça, voilà, maintenant on sait que ça sert à rien, que ça dépense tellement d'énergie, il faut rouler au train, que ça sert plus à rien d'attaquer. Et ça, avec du contre-la-montre, on voit très bien, Wiggins, Froome, on voit très bien ces gars-là. Et c'est des gars qui viennent de la piste. Bah, c'est un peu ce qu'on disait avec Pascal Hervé, il me semble que le cyclisme en gros se professionnalise. Et donc, la piste sera un petit peu à l'origine de ça, parce que c'est là où on apprend en gros toutes les techniques. Enfin, c'est un peu ce que tu disais, apprendre à frotter, l'aérodynamisme et tout ça pour les contre-la-montre, la position, tout ça. Ouais. Donc, ouais, vas-y. T'apprends à rouler vite aussi, c'est important, t'apprends à rouler vite, même si c'est que sur 5 minutes, 4 minutes en poursuite individuelle, t'apprends à rouler très vite, et puis ça te donne de la force, de la puissance, et puis tu connais ton coup de pédale, tu sais ce que t'as encore en réserve, tu t'apprends à te connaître sur le bout des doigts, que je pense pas qu'un routier soit capable de maîtriser ça en s'entraînant que sur route, par exemple. Bah c'est sûr, donc pour toi le rôle de la piste serait doublement important. Déjà pour vous les pistards, parce que bon ça fait quand même partie du cyclisme, donc ce serait intéressant que ce soit plus médiatisé et plus suivi par la Fédé, et également parce que ça aiderait en plus les coureurs sur route. Donc c'est vrai que il y a un double enjeu à ça, et je pense qu'il faudrait effectivement s'y pencher. Donc ouais, moi je pense que là-dessus on est très en retard, et les exemples le montrent et ils le prouvent, hein, les Australiens, les Anglais, il n'y a pas à y chercher bien loin, hein. On l'a vu avant-hier pendant le contre-la-montre par équipe, hein. Quand tu vois Cameron Mayer, c'est un mec qui est super jeune, ça aussi. Quand on voit la richesse des juniors et des espoirs australiens, Dirtbridge, Hepburn, Bobridge et tout ça, c'est des mecs, c'est des avions de chasse sur la piste. Et ces gars-là, plus tard, c'est sûr, on va les voir sur route et puis ils seront devant, quoi. C'est des mecs qui seront devant. Un mec comme Finet, c'est un phénomène, ce gars-là. C'est sur la piste, il est capable de faire 1 kilomètre en 1 minute et 1 seconde. C'est sûr. Incroyable. Mais moi, j'ai une petite question, c'est ça peut, pas polémique, hein, encore une fois. Je la pose souvent ces questions. C'est quand on reçoit un pistard, c'est comment expliquer justement Brady Wiggins. Je prends toujours cet exemple. Hein. Comment passe-t-on d'un pistard qui était champion du monde de poursuite, qui a eu des très très bons résultats sur piste, comment on passe de ça après à un mec qui est bon contre la montre, je comprends, mais à grimpeur. Est-ce qu'il y a une explication d'après toi? Comment ça peut se passer ça? J'ai rien de formel, mais je pense que ses objectifs de carrière, en début de carrière, c'était surtout tourner et développer ses qualités sur la piste. Donc être champion olympique de poursuite par équipe individuelle. Et une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, il a pu modifier son entraînement et tout faire pour devenir un vrai routier. Et on a vu sa perte de poids. Forcément, il y a eu une fonte musculaire parce que sur la piste, forcément, quand on fait que ça, on prend de la caisse et puis on prend un peu de muscle quand même, hein, même si on fait pas de la musculation, à tirer des gros braquets, on prend du muscle naturellement. Et donc après, forcément, nos objectifs de carrière ont changé et il a pu très intelligemment changer ça et faire en sorte d'être productif sur la route. Bon après, on se posera toujours des questions, hein, c'est comme tout, hein, forcément, c'est le monde du cyclisme, on sait tout ce qui se passe. Encore aujourd'hui, il y a encore plein de problèmes. Forcément, un vainqueur du Tour, forcément, on aura toujours des questions à se poser sur lui. Mais en tout cas, je pense que c'est sa volonté et son travail qui paye. Oui, je sais que c'est Pascal Hervé, je crois qu'il nous disait ça que
Il n'y a pas non plus trop de questions à se poser. C'est vrai que c'est vraiment le travail de la Sky, c'est la rigueur anglaise, c'est les techniques surtout de leur équipe. Parce que mine de rien, ils mettent tout en œuvre, ils travaillent en soufflerie, ils travaillent, leur matériel est à la pointe de la technologie. Donc ça, bon, on est toujours un peu suspicieux, mais bon, on est sur un peu tous les coureurs, malheureusement, avec tout ce qui se passe, tout ce qui se dit. Mais c'est vrai que faut reconnaître à la Sky, c'est qu'ils, franchement, ils mettent vraiment tout en œuvre pour que leurs coureurs soient les plus performants possibles, quoi. C'est vrai. Mm. Mais quelque chose de tout bête, par exemple, moi, pendant des années, je me suis demandé pourquoi les coureurs, après une étape, ils faisaient pas 10-15 minutes de rouleau pour se décontracter les jambes, pour évacuer les toxines. Quand tu finis une course de 200 bornes par un col, t'en as plein les pattes. Pourquoi derrière, tu vas pas faire 10-15 minutes de rouleur, voilà, pour décontracter, pour éliminer, pour être tout de suite mieux le lendemain? Et ça, a fallu attendre 2012 pour voir Wiggins faire ça après une étape, après une étape. Tout à fait, c'est vrai. Toutes les choses, une chose comme ça. Moi, ça fait 10 ans que je pratique. Après chaque entraînement, je fais 10 minutes de rouleau, tranquille, retour au calme. J'oxygène, j'évacue les toxines, je délasse un peu mes jambes. Ça fait 10 ans que je le fais. Pourquoi sur la route a fallu attendre 2012 pour voir ça? C'est parce que quelque part, ils sont un petit peu en retard aussi sur le professionnalisme, sur l'optimisation de la performance. Et ça, voilà, c'est l'équipe Sky, là-dessus, ils l'ont bien compris. Et ils se donnent tous les moyens pour y arriver. Et ils mettent tout à plat sur la table, ils se posent les bonnes questions, et ils remettent tout en question. Mm. Et ils essayent de tout optimiser comme ça. Mm. Bah ouais, clairement. Donc, bah, si David, t'as pas d'autres réactions là-dessus, je vais poser une autre question. Parce que... Non, c'est pas facile. D'accord. Ouais, tu parlais de Bryce tout à l'heure, qui est un excellent coureur australien sur piste, et tu disais donc qu'il pouvait y avoir de grandes chances qu'il fasse quelque chose sur route prochainement. Mais est-ce que tu vois, parmi les coureurs cyclistes français sur piste, des coureurs qui peuvent venir sur la route et venir titiller les meilleurs, ou pas du tout? C'est une colle. Non, forcément. Il y a Brian Cocker, hein, Ah oui. il gagne déjà. Après, bon, ça reste un sprinter. Après, en termes de plus un gros, très très gros rouleur sur piste, on n'en a pas. Mm. On n'en a pas. Donc, les très gros rouleurs qui viennent, c'est des mecs comme Ladanius, comme Riblon qui venaient fut un temps. Et puis, forcément, ils avaient la caisse, donc ils avaient des résultats sur piste. Et mais bon, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut que ça aille. C'est qu'il faut démarcher les jeunes, leur apprendre à faire de la piste, à se connaître, à se former sur la piste, pour ensuite faire des gros moteurs pour que sur la route, voilà, ils se connaissent par cœur, ils savent se poser sur un vélo, ils savent pédaler, ils savent faire un contrôle à monte, ils se connaissent sur les bouts des doigts. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'il faut ça aille. Il faut pas que ce soit un routier de 30 ans qui vienne sur la piste comme ça par hasard ou parce qu'il a envie de se faire plaisir. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. Faut que ça soit à la base, faut que ça soit dans les jeunes catégories que les jeunes doivent rester sur piste parce qu'il y a des super forts hein, dans les juniors en France. Mais dès qu'ils passent espoir, je sais pas pourquoi on les revoit plus. On doit leur faire miroiter, je sais pas quoi dans les DNA là. Et puis après, on les revoit plus. On les voit plus. Ouais. Dites-vous bien que l'équipe, il y a une équipe en, je sais plus en quelle année, une équipe junior, je crois que c'était en 2008. Ils ont fait 4 minutes 08 aux 4 km départ arrêté. Et dites-vous bien que les Français élites, ils ont pas été capables de faire mieux au championnat du monde. Ah ouais. Les quelques années d'après, entre 2008 et 2010, 2011, ils ont pas été capables. Les mecs, ils deviennent trop diesel sur route après. Ils deviennent trop diesel. Et la piste, ça leur fait énormément de bien. J'ai un exemple concret. Christophe Riblon, quand il faisait régulièrement de la piste, c'est l'année où il gagne son étape sur le Tour de France. Un autre très concret, Mathieu Ladanius, pendant 3-4 ans, il a rien gagné sur route. Il a préparé des championnats de France piste en 2011.
dans le mois qui a suivi les championnats de France piste, je crois qu'il a gagné 3 courses sur route. Ouais. C'est pas un hasard, hein. C'est pas sûr. un hasard. Ouais, donc déjà je pense que effectivement on voit un petit peu mieux le rôle de la piste, même pour donc la route. Donc c'est sûr que c'est assez important. Bah, je sais pas si vous voulez réagir là-dessus, David ou Bastien. Bah. Sinon j'aurais une petite question, mais vas-y. Non, j'ai rien à dire dessus. J'avais une question, mais vas-y, je la poserai après. Bah c'était bien, j'ai perdu le fil de ma pensée. Je sais plus ce que je voulais dire. Non, j'avais une question, mais en te demandant si t'avais quelque chose, je me souviens plus ce que je voulais dire. Ah non, putain, je sais plus. Ah oui, si, je voulais dire qu'en gros, donc oui, on parlait du problème de la Fédé et tout, qui prenait pas trop en charge la piste et tout. Enfin, qui avançait pas forcément tous les moyens nécessaires pour développer la piste, alors que, comme tu le dis justement, bah avec tous les exemples que tu as donnés, bah, c'est primordial de s'occuper de la piste. Enfin, c'est également mon avis en tout cas. Et est-ce que tu penses qu'il n'y a pas un problème médiatique aussi, parce que on sait que médiatiquement la piste est pas suivie, alors que pourtant on a des champions et t'en es la preuve sur piste. Donc comment tu justifierais le fait que médiatiquement, bah, et c'est peut-être le problème aussi, bah, la piste est beaucoup moins suivie que la route. Comment tu justifierais? Comment concurrencer le Tour de France médiatiquement? C'est vrai. C'est impossible. Mais C'est impossible. c'est Et sûr. nous, notre malheur, pistard français, c'est que on est français, voilà, justement, et qu'il y a le Tour de France, et que dans la tête des gens, de tout le monde, à partir du moment où tu sais parler et que tu adores le vélo, dès que t'as 4 ans, tu dis Tour de France maillot jaune. C'est sûr. Voilà. Donc c'est dans les mentalités de tout le monde. Et donc les pistards qui sont arrivés en équipe de France, bah c'est ceux qui ont eu un peu soit là par hasard, un coup de bol. C'est souvent ça d'ailleurs. Et parce qu'il n'y a pas du tout de détection en France. Et soit parce que les qualités faisaient que on finit sur pistard quoi. Mais c'est voilà, non, il y a un gros problème. Il y a un gros problème de base. Mais bon, médiatiquement, d'accord, on dit oui, la piste, on n'est pas médiatique, on n'est pas médiatisé, on manque de médiatisation, mais nos championnats du monde, mes championnats d'Europe, mes championnats de France sont passés à la télé au mois de février. Nos coupes du monde, ça passe à la télé, donc forcément, faut se renseigner un petit peu parce que on n'a pas des courses, toute l'année. Moi, dans une année, je dois mettre 10 fois un dossard. Et sur ces 10 courses-là, j'en ai qu'une ou deux d'importantes, très très importantes. Tout le reste de l'année, je m'entraîne. Donc forcément, on finit par nous oublier. Et puis c'est peut-être moins intéressant. Mais je peux vous dire que toutes les personnes qui rentrent dans un vélodrome et qui regardent une course, n'importe quelle qu'elle soit, ils ressortent, mais ils sont quelqu'un qui connaît pas la piste. Hein. Ils ressortent, ils tombent amoureux parce qu'ils voient du début à la fin la course. Il y a plein de courses différentes, du sprint, de la vitesse. Des courses d'endurance, des courses individuelles en paquet, il y a des chutes, c'est spectaculaire, il y a de la baston, c'est sur le vélo, c'est le top quoi. Mais bon, voilà, nous notre problème c'est que dans la tête de tout le monde, c'est la piste, c'est le refuge des petits coureurs, on va dire, je pense. Et puis voilà, il y en a que pour le Tour de France. Il y en a que pour ça. C'est Et sûr. on peut pas rivaliser avec ça. Mais oui. en contrepartie, moi j'ai jamais vu un championnat du monde de tennis de table à la télé. C'est sûr. Voilà. Mais on peut pas dire qu'on n'est pas médiatisé, c'est pas possible. Oui, mais on l'est. J'entendais aussi par suivi médiatiquement, parce que vous êtes assez médiatisé, mais enfin pas forcément sur les plus grandes chaînes. Enfin, les championnats de France, je sais pas s'ils passent, ils passent pas sur les plus grandes chaînes. Non, c'était la nouvelle chaîne du câble, je sais pas si on peut la dire. Oh, oui, on est pas, j'y passais C'était l'équipe ça. 21. C'était l'équipe 21, il y avait même des directs. Oui. Des directs. Donc ça c'était bien. Hein. Ouais, mais c'est excellent. Non, oui, mais bon, c'est vrai que, c'est pas forcément toujours les plus grandes chaînes, et puis par suivi médiatiquement, j'entendais aussi que, enfin, les gens s'y intéressent moins. À l'inverse des, je sais pas, des Australiens
Et du coup, bah, Bah, c'est j'aurais une c'est moins dans les mœurs, hein. C'est C'est moins ça. dans les mœurs. Qu'est-ce que tu ferais pour, enfin, je sais pas, oui, c'est une question un peu comme ça, mais qu'est-ce que tu ferais pour changer les mentalités, en gros, pour suivre le cyclisme sur piste comme ça se fait en Australie? Bah, c'est à la base, hein, déjà c'est changer la mentalité des gens. Quand j'entends dire un père de famille dire mon fils il fera pas de piste le samedi parce qu'il y a une course sur route le dimanche, Hum, c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Moi, la veille d'une course, je grille une cartouche avant le championnat du monde sur piste. Je fais du lactique et le lendemain je suis super bien. Donc, faut arrêter de dire quand t'es cadet ou minime, mon fils il fera pas de course sur piste le samedi parce que dimanche il y a une course. Et la course, il va faire 25, il va faire en queue de peloton. C'est du grand n'importe quoi. Donc c'est changer la mentalité. Euh, Forcément, on manque de structure, mais ça arrive. Ça arrive. Je pense que tout ça, ça va nous faire un grand bien d'avoir des vélodromes couverts. Et puis, voilà, avoir une structure au sein de la fédération qui permette de garder nos bons juniors, qui permettent de les garder sur piste encore en espoir et qui continuent à faire leur gamme. C'est pour ça, moi, j'espère qu'un mec comme Brian Cocard, il va pas délaisser la piste. Il sait, il m'a dit, il va pas la délaisser. Il sait très bien que c'est ça qui l'a construit. Et il sait très bien que s'il en fait plus, il sera moins fort sur route. Et le temps que toute la génération, les nouvelles générations, pensent ça, bah, il va en falloir du temps. Mais voilà, c'est changer à la base les mentalités. Mentalité des gens, des encadrants, de tout ça. Et puis aussi avoir un peu plus de courses sur piste, un peu plus d'organisation. ouais, c'est sûr. Bah voilà, donc si vous voulez enchaîner par quelque chose, Bastien ou David, n'hésitez pas parce que moi, j'ai plus trop d'idées. Ouais, moi j'ai une toute petite question, c'est par rapport à la polémique qu'il y a eu lors de la vitesse par équipe avec la chute du coureur anglais et donc, Gio. le nouveau départ qu'il y a eu après et on sait ce qui est arrivé après. Est-ce que toi, justement, est-ce que t'as une idée, est-ce que tu t'es exprimé? Parce que honnêtement, je ne sais pas si tu t'es déjà exprimé là-dessus ou pas. Et qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as trouvé ça un peu comme, enfin, un peu comme tout le monde, bah, bien sûr, surtout les Français, hein, un peu vraiment honteux de voir qu'un mec qui chute, il prétexte quelque chose, hop, on refait un départ, après il gagne. Donc, qu'est-ce que toi t'en as Bah, pensé? Comment tu l'as vécu ce moment-là en fait? ben, on va dire que ils n'ont pas, on va dire qu'ils ont respecté les règlements. Le règlement stipule, en cas de chute, on a le droit à un nouveau départ. Le règlement ne stipule pas si c'est une chute volontaire Volontaire ou pas, ouais. ou involontaire. Oui. Donc voilà, ils se sont simplement servis du règlement qui n'était pas assez détaillé. Donc c'est sûr, c'est les Jeux Olympiques, les valeurs de l'olympisme sont très loin. Mm. Mais quand on dépense des millions, pour eux c'est des livres. Quand on dépense des millions de livres, des sommes astronomiques pour créer un vélo, pour créer des combinaisons sur mesure moulées au corps avec des recherches qui ont duré des années, on se dit on peut pas tout laisser. L'olympisme, elle est loin derrière. Hein. Ouais. Et donc oui, c'est honteux. Gna, 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 j'ai entendu beaucoup de choses, j'ai lu beaucoup de choses là-dessus, mais les gens, ils ont beaucoup parlé pour rien du tout parce qu'ils ne connaissaient pas le règlement. Le règlement, c'était voilà ce que j'ai dit. C'est pas détaillé si c'est volontaire ou involontaire. Donc maintenant, peut-être que dans le futur, ça sera détaillé, mais après, ça reste toujours à l'appréciation des commissaires. Et l'appréciation des commissaires, ça, c'est pas non plus impartial. Ah, disons que ça se passe, bah, Jeux Olympiques à Londres, voilà, forcément. L'équipe anglaise, en plus, c'était vraiment, surtout que la piste, bon, c'est quand même leur domaine, voilà, bah, comme on disait Oui, tout à l'heure, c'est une culture, hein, la piste, en Angleterre. Donc, Clairement. forcément, dès le départ, l'équipe anglaise qui se ferait éliminer, là, l'éthique, hein, comme on peut dire, ouais, c'est loin, ils ont, Surtout que je sais pas si c'est ce jour-là ou la veille, il y a l'équipe féminine de vitesse par équipe qui a été disqualifiée alors qu'elle jouait à la lettre championne olympique, cette équipe-là, l'équipe féminine Ah ouais. de vitesse par équipe. Et ils l'ont disqualifiée parce qu'ils ont passé le relais trop tôt.
Parce qu'il y a des marques par terre et il faut pas passer le relais ni avant ni après. Et le relais a été passé un peu trop tôt. Ils ont dit ça, c'est avoir beaucoup de culot quand même. C'est Oui. beaucoup de pression pour les commissaires, hein, parce que pour les Jeux Olympiques à Londres, quand on sait que c'est l'équipe féminine qui est à domicile, il y avait un monde fou. Ça gueulait dans tous les sens. On s'entendait plus parler. Les oreilles elles saturaient. Et quand on sait qu'il faut les disqualifier, les commissaires, ouais, ça a beaucoup de pression sur eux, mais bon, c'est leur rôle aussi, hein. Mais je pense qu'ils n'ont pas eu, on va dire, les coronesses pour faire la même chose pour les mecs, parce que disqualifier l'équipe féminine et l'équipe masculine, alors que c'était les grands favoris à domicile après tout le tapage médiatique qu'on a eu pré-olympique, ça aurait été trop. Il y aurait eu un contrat sur la tête des commissaires. Mais non, franchement, ils ont respecté les règlements, ils ont lu entre les lignes, ils s'en ont servi. Enfin, Donc, forcément, ceci dit, les Anglais nous ont fait le même coup sur l'aviron. Donc au final, bon. oui, alors là, c'est encore Parlons-en. c'est pire là. Parce que là, c'était intentionnel. Le mec, il s'est dit, moi, j'ai loupé mon départ, la vitesse par équipe, j'ai loupé mon départ, la roue avant, elle s'est levée. Donc en tirant sur son guidon, quand on repose la roue pas dans l'axe, forcément on est déséquilibré. Ça lui est arrivé 2 fois dans les 20 premiers mètres. Donc il s'est dit bon voilà, je vais me coucher. L'aviron, si j'ai bien compris, c'était intentionnel. C'était volontaire. Oui, ils ont simulé une panne. Enfin bon, bref, on va pas parler Voilà. d'aviron, on n'est pas là pour ça, mais c'est vrai qu'ils ont simulé Pourquoi pas une panne. Pour déjà que les autres se crèvent à faire un départ à bloc, et eux ils savaient qu'ils allaient pas le faire à bloc, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Et moi, les connaisseurs, parce que j'ai des amis dans l'aviron, et ils m'ont dit, avec l'outil avec lequel ils sont arrivés pour réparer le siège soi-disant cassé ou je sais pas quoi, c'était pas possible. T'as pas d'outil avec l'outil qu'il avait en main, le mec qui est venu réparer, il avait aucun rapport, aucune vis qui était en rapport avec l'outil Ouais, c'est ça en fait, tout à fait. dans le bateau. Ouais, donc Donc, c'est prémédité, quoi, voilà. Enfin, bon, je voulais faire un peu le parallèle parce que c'est vrai qu'il s'est passé pas mal de petites choses. Ouais. Voilà, c'est juste un Ouais. petit parallèle, quoi. Il fallait y revenir. Là, c'est comme aussi au badminton, je crois, celles qu'on fait exprès de perdre, les Oui. chinoises. Oui, pour tomber sur une équipe plus faible après. Ouais. Enfin, ouais, c'est. Ouais. Bon, là, c'est discutable. Quand t'es intelligent, tu vas pas te griller. Et si après t'as un meilleur tour, c'est discutable. Chacun son propre avis. Mais après, c'est sûr, si on veut suivre les valeurs de l'olympisme, les Chinoises, ils ont tort. Mais après, voilà, c'est du sport. Il y a beaucoup d'enjeux. Ouais. On te donne pendant des années, et quand on fait que des sacrifices au quotidien pour aller chercher une médaille, et que tu te dis si je dois perdre un match pour ensuite avoir un match plus facile pour essayer d'avoir une médaille d'or, tu le fais, tu te mets pas une balle dans le pied, tu le fais, et puis après bon bah voilà. Donc, moi si on fait disqualifier, bon c'est discutable aussi, mais pour en revenir à la vitesse par équipe, eux se sont servis du règlement, ils ont pas triché. Mais c'est discutable. Oui. Les valeurs, c'est tout, voilà. C'est Et sinon, tu Oui, seras. Excuse-moi, vas-y, Bastien. Non, je disais, ouais, quand on voit ça d'un œil de spectateur, c'est pas très beau. Oui. C'est sûr, mais bon. Non. C'est Non, c'est vrai. d'un point de vue sportif. Ça, c'est l'œil ouais. du spectateur. Hein. Ouais, mais après, quand on est dedans, il y a une pression Ouais. énorme. Quand je dis, ça fait des années que tu travailles pour ça, t'as plus de vie de famille, t'as une vie de moine, tu dis non à tout dans l'optique d'être le plus performant possible ce jour-là. Et puis que t'as une option qui se propose, tu peux prendre, qui est discutable et que tu peux prendre, mais qui est pas écrit dans le règlement, qui est pas interdit. Bah tu te sers de cette option-là si ça peut t'aider à devenir champion olympique. Si c'est pas interdit et si c'est pas dans le règlement, pourquoi tu devrais t'en priver? T'as tellement fait de sacrifices avant. Non, mais c'est sûr. C'est C'est vrai. hein. C'est l'objectif d'une vie, hein. C'est même pas l'objectif d'une carrière, hein. C'est l'objectif d'une vie entière d'être champion olympique, hein. Parce que quand t'as 70 ans, on t'en parle encore, hein. On te présente comme champion olympique, hein. C'est pas, ça se finit pas à ta fin de carrière, hein, d'être champion olympique. C'est sûr. Et justement, donc, j'ai une petite question. Est-ce que toi, tu seras à Rio?
En 2016? Bonne question. Bah, j'espère, hein, j'espère. Les 2 dernières Olympiades m'ont pas été favorables, mais là, j'ai bien progressé ces dernières années. Maintenant, j'ai une grande confiance en moi, en ce que je suis capable de faire. Et je pense que c'est ce qui m'a manqué jusqu'à aujourd'hui un petit peu. Et je pense que d'ici 3 ans, je serai encore plus fort physiquement et mentalement. Et après, ben, on croise les doigts pour pas avoir de blessures et puis Oui. pour être en forme le jour J, pour pas être malade et puis pour être le plus fort le jour des sélections. Ouais, c'est un peu ça que je voulais savoir. Comment ça se passe? Enfin, là, on va un petit peu déborder, puis bon, on sort un peu du cadre du débat, mais bon. Comment ça se Clairement, passe, c'est pas justement, grave. les sélections pour les Jeux Olympiques, pour toi, Ah, bah, pour toi personnellement, après pas forcément pour toutes les disciplines, mais pour toi, comment ça se passe? alors, normalement, il y a des critères de sélection qui sont écrits avant le début de la saison. Mhm. Et les critères de sélection sont écrits par le directeur technique national. Et ensuite, il doit les respecter. Chose qui n'a pas été faite pour moi aux derniers Jeux Olympiques. Oui. Mais bon, voilà, c'est le DTN, c'est le sélectionneur des équipes de France et c'est à lui de faire son choix. Il a fait son choix. Je pense qu'aujourd'hui, il doit s'en mordre un peu les doigts. Mhm. Vu le résultat final. Ouais. Ouais, Mais ouais. bon, bah, c'est comme ça, c'est le sport. Faut maintenant se tourner vers l'avenir et puis même si c'est difficile, parce que c'est encore bien présent chez moi. Et voilà, c'est des critères qui sont écrits sur papier D'accord. et C'est pas un c'est truc mondial, c'est pas. voilà, si c'est des résultats. Si ça change pas d'ici 3 ans, c'est des résultats qu'on doit avoir sur les coupes du monde, sur les championnats d'Europe et puis sur les championnats du monde. L'année qui précède les Jeux Olympiques. D'accord. Mhm. Ouais. Ok. Bon, on te souhaite d'y être en tout cas, forcément. Bah oui, c'est clair, c'est clair. On va pas te souhaiter l'inverse. Hein. Bah oui, non mais c'est sûr. Bon bah du coup, ouais, vous pouvez avoir une dernière question si vous voulez, mais comme ça va faire, je pense Non. 1h20 qu'on est ensemble. On va peut-être Personnellement, je n'ai laisser, pas d'autres questions. laisser François un peu. Non, non, mais bon, ça ira. De toute façon, on s'est déjà un peu écarté du débat, bon, c'est pas grave. Mais bon, voilà. On aura de toute manière beaucoup parlé. Bon, je sais pas si Bastien, t'as une question ou pas, mais sinon, y a pas de souci. Non, non. Oui, c'est normal. Bah, du coup, bah, François, on va se quitter là-dessus. Et bah, merci beaucoup à toi d'avoir été parmi nous. Hein. Merci également pour tes propos, comme d'habitude, très intéressants, parfois même touchants, honnêtement. Et donc, Ouais. bah, Merci, merci. ouais, non mais. Bah, on voit que c'est le cœur qui parle, hein. C'est ça, tout à fait. Donc oui, on te souhaite de réussir, hein, franchement. Merci. Ouais, non mais c'était... Bon, c'est clair, c'était une belle histoire. Donc bah voilà, donc au revoir et bah à la prochaine et bonne chance dans ta carrière et dans tout ce qui Merci, suivra. merci à vous. Merci à Je suis toi, et très puis content. Ouais. n'hésite pas, hein, si tu vas avoir un bon contrat, si tu déménages avec un plus grand appart, et si vous avez un enfant, n'hésite pas à nous le dire, à nous contacter, hein. Voilà, Ça on va, fera c'est meilleur. une On passera un interview. message. Tout à Je ferai une fait, crémaillère. Voilà, une carrière, c'est parfait. En direct de chez toi, bah voilà, c'est nickel. ce sera parfait. On fera un live pour l'occasion. Et- Non, mais en tout cas, ouais, non, mais un grand merci. Et comme disait Bastien, franchement, oui, c'était même touchant, hein. On a appris pas mal de choses. Ça nous a, enfin, on connaissait un peu ce monde-là, mais ça nous a pas mal ouvert les yeux, je pense. Et franchement, ouais, c'est dur et ouais, c'est très touchant. Donc, un grand merci à toi d'avoir parlé comme ça, sans tabou, sans rien. Merci. C'est clair, Ce fut un plaisir. également. Voilà. Bonne nuit ou bonne soirée, parce que je pense qu'il doit être un peu tard au Japon. Ouais, Non, je vais quand même regarder l'arrivée du tour. ah, Ah bon, d'accord. eh ben, très bien. J'ai plus 7 heures. Ouais, Ouais, bah, ça, Ah oui. Donc, 22 heures oui. presque, quand même. ça va être 10h, ouais. 22h. Bon, ça va. Bon bah sur ce, Je suis pas un couteau. non plus. Et puis à bientôt sur PCM, hein, sur piste, hein. ouais, on se retrouvera. Avec plaisir. Bah écoute, allez. Donc voilà, donc merci François. On va aborder maintenant les 2 dernières rubriques qui ne concernent donc plus l'invité. Donc Bastien, tu vas nous faire les conseils pronos seul du coup. C'est parti. Donc, alors, les pronos. Donc là,
C'est ce week-end, il y a plus beaucoup de matchs, vu que tous les championnats, sont terminés, la Coupe des Confédérations aussi. Donc là, il y a le championnat du Japon qui reprend. Et Justement. justement, ça se rapproche de François. Voilà. Et il y a donc le championnat du Japon qui reprend. Et je fais une spéciale Japon. Oui, bah, fais-toi plaisir, ta carte blanche Alors là-dessus. j'ai sélectionné, j'ai pris 4 matchs là. Donc j'ai pris un match qui oppose le FC Tokyo au Sanfrecce Hiroshima. Donc Hiroshima, je crois qu'ils étaient deuxième l'année dernière. C'est une bonne équipe. Ils sont cinquième actuellement avec 24 points en 13 journées. Et Tokyo, ils sont juste derrière, ils sont septième. Donc là, je vois un match nul, avec une cote de 2,95 et puis voilà, un match nul. Après, j'ai sélectionné Omiya Ardija contre Sagan Tosu. Un beau match. Sagan Tosu. Match de grande qualité. Hein. Omiya Ardija, donc là, cette année, c'est CO là c'est l'équipe en tête. Ils ont 32 points, ils ont 5 points d'avance sur Urawa Red Diamonds. Donc c'est vraiment l'équipe en forme. C'est l'équipe cette année, c'est un peu, on sait jamais tous les ans qui va gagner. Hein, c'est un peu aléatoire dans ce championnat. Et là, ils sont promis. Ils ont une belle équipe cette année. Donc là, je les vois gagner assez facilement contre Sagan Tosu. C'est le promu de l'année dernière qui se classe toujours, qui s'est classé en milieu de tableau l'année dernière, je crois. Et là, ils sont quand même loin. Ils sont 15e. Donc je vois une victoire facile d'Omiya déjà avec une cote intéressante de 1,6. Après, il y a Yokohama contre Oita Trinita. Oita, c'est les premiers de cette année. Ils sont en grande difficulté. Ah oui? Ils ont 7 points. 7 points en 13 journées. Ils sont derniers. Et Yokohama, ils sont troisième. Là, il y a moyen. Il n'y a pas photo sur le papier. Hein. Voilà, sur le papier, moi, j'aurais Yokohama avec handicap. Hein, donc, avec un but d'avance. Donc, également. Non, j'ai moins de 0, quoi. Donc une cote de 2, une cote assez faible, hein, ça voit que, pour 2 buts d'avance. Voilà. Normalement là, il n'y a pas grand chose à dire. Normalement, ça devrait passer. Hein. Pour être plus sûr, on peut jouer simplement Yokohama, victoire normale, une cote d'1,30. Ça dépend à l'appréciation de chacun, mais normalement, je pense qu'il devrait être largement au-dessus. Et un dernier match, Albirex Niigata contre Kashiwa Reysol. Alors moi j'aime bien cette équipe de Kashiwa, même s'ils sont 11e. J'aime bien parce qu'il y a du spectacle. J'ai vu quelques matchs, il y a souvent du spectacle avec eux. Et Niigata, c'est un peu l'inverse. Il y avait l'année dernière, je me souviens que ça marquait très peu. Il y avait, mais cette année là, il y a plus de spectacle. Donc là, c'est juste au niveau spectacle quoi, là, que je vais juger ce match. Donc là, cette année, Niigata, il y avait beaucoup plus de buts. Kashiwa Reysol, il y a toujours des buts. Donc moi, je vois un plus de 2,5 à 1,7. Très bien. Voilà, j'en ai terminé. Oui, bah écoute, de toute façon, voilà, je pense que ça aura beaucoup parlé aux gens qui nous écoutent, tous ces petits matchs là. Surtout François Parvis. Oui, François qui n'est plus là, mais bon, on aurait pu en parler avec lui, remarque, mais bon. Si, je suis toujours là. Ah, il est de retour. Du coup, ouais. C'est un faux départ. Si. Oui, si, c'est intéressant. Est-ce que tu suis le football au Japon? C'est vrai, ouais. Non, je regarde beaucoup le baseball à la télé. Ici, ils sont fanatiques du baseball. Et puis, ils ont des petites courses de bateaux aussi, bateaux supersoniques, une place. Quelque chose qui est pas plus grand qu'un sidecar. Donc, c'est super sympa à voir aussi. Mais non, le foot, je suis pas trop foot à la base. Et puis, le championnat japonais, je pense que il doit pas y avoir trop de niveau. Oh, c'est beau à voir, le championnat japonais. Je regarde de temps en temps, j'aime bien ce championnat, il y a beaucoup de spectacles. Par rapport à la Ligue 1, je préfère le Japon. Bon, c'est peut-être moins esthétiquement beau, enfin je sais pas. Non, mais oui, c'est intéressant. Le peu que j'ai regardé. Ça tire dans tous les sens et il y a du spectacle, quoi. C'est un peu à l'américaine. Ouais, le show. Bon bah voilà, du coup, c'était pas prévu que François soit là, mais c'est mieux. Non, mais honnêtement, on comprend pas ça parce qu'il faut dire que normalement on fait l'émission, donc les 4 premières parties sont invitées, mais comme on n'a pas vraiment prévenu François comment ça se passait ou autre, qu'il fallait couper son micro ou autre ou n'importe quoi, y a pas de soucis et c'est même mieux comme ça. On parlait du Japon, enfin je reste.
Oui, mais Ouais, bien il y a sûr. quand même- Mais en plus, non, mais y a pas de souci. De toute façon, c'est c'est bien mieux comme ça. Y a pas de souci. Y a pas de souci. Et donc, bah du coup, là pour le coup, c'est vraiment une rubrique. Ouais. Vas-y, Et donc, mais là, t'es à Tokyo en fait? Non, non, je suis dans un petit village en dessous de Tokyo, mais sinon pour mes courses, je voyage partout dans le pays pour me rendre à mes courses. Ouais. Donc je connais un peu tous les noms que tu as évoqués là, et c'est sympa d'entendre ça. une grande culture, Sébastien. Ah bon, ça fait. Ouais. On connaît quelques villes après du Japon, c'est Voilà. bien foutu. Championnat. C'est aussi pour ça qu'on vous conseille de suivre ce championnat. En Bon, c'est plus très de tôt le son- matin, hein, parce qu'en France, oui, les matchs ils sont à 6-7 heures ouais, jusqu'à midi, il y a un match midi. Voilà. Donc ça vous fait également une bonne raison de vous lever tôt. C'est intéressant. Voilà. Bon bah voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur les conseils pronos du week-end. Donc bon bah du coup on va aborder cette fois-ci, j'allais dire une rubrique qui concerne beaucoup moins François. C'est la rubrique improvisée. C'est parti. Donc là, la rubrique improvisée. Donc là François nous a définitivement quitté cette fois-ci. Bon bah on le remercie une énième fois. On l'aura beaucoup remercié durant cette émission. Et là, la fameuse rubrique, mais ça en valait la peine de le remercier. Et donc la fameuse rubrique improvisée où c'est un peu l'anarchie parce que c'est de l'improvisation et qu'on est mauvais. Donc là, tout simplement, on va poser une question et d'habitude c'est moi qui la pose, mais cette fois-ci ça va être Bastien et cette question va pouvoir déterminer si, mettons que je réponde bon moi, en gros, j'aurais en gros le droit de dire si ça tombe sur moi aléatoirement que c'est David, parce que j'en ai décidé ainsi, qui fera la rubrique improvisée. Si c'est l'inverse, si ça tombe sur David, et ben, c'est lui qui aura ce droit-là, mais en gros, tout simplement, celui qui répond bon à la question ne peut pas faire la rubrique improvisée. Voilà, tout simplement. Et donc, Bastien, je te laisse poser ta question. Qui a remporté le championnat de France sur route en 2007? Christophe Moreau. C'est gagné. Ah, attends, je plaisante pas là-dessus. Je le sentais bien que c'était Christophe. C'est Moreau. C'est Moreau, ouais. Ah ouais. Forcément, Non mais... forcément un mot. Ouais. J'en étais pas sûr à 100%, mais bon. Voilà, donc Christophe Moreau, donc du coup, bah, ce qui va se passer, c'est que je vais filmer tout simplement, là, vous allez avoir à l'écran le tirage au sort, enfin le choix aléatoire déterminé par l'algorithme. Et donc ça peut tomber en gros comme il n'y a pas Melvin, ça peut tomber que sur Bastien qui vient de poser la question, ou sur David. Et si ça tombe sur moi, bah, je choisirai soit Bastien soit David. Je sais pas si c'est David. Je disais David tout à l'heure, mais voilà. Donc on verra bien. Bref. Donc là, je vais le lancer maintenant. Les premiers 3 petits points. Toujours le suspense. Interminable suspense. Ah, David. Ah non. Pourquoi j'ai mis ça? En gros, c'est David fera une chronique mais on ne sait pas laquelle, boule noire on relance. J'avais oublié que j'avais mis ça. Donc en gros, il faut recommencer. Bon bah écoutez, on recommence. C'est bien pourri. C'est bien mauvais, c'est bien mauvais. On perd du temps, très bien, on perd du temps. Voilà, donc on recommence. Alors, ça reprend. Hop là. C'est reparti. David fera une chronique culinaire, c'est tout de suite mieux. Bon, il nous l'a déjà fait, c'était lors de la première rubrique improvisée. Mais voilà, tu peux nous... Ah, T'as le droit de nous la refaire, David. Du coup, J'ai bah... le droit de refaire la même. Non, t'as le droit de nous la refaire, mais j'entendais par là refaire une autre chronique culinaire. Ah, Ah oui, non, si tu refais la même, il nous faut un autre plat. Donc David, tu dois soit improviser un plat, soit t'as des vrais talents de cuistot, et donc tu sais mitonner de nombreux plats. ouh là là, non, ça je suis pas du tout un cuistot, moi. Donc, de quoi je vais bien pouvoir vous parler. Écoute, T'as le droit de réfléchir un petit peu, David, y a pas de souci. Je vais réfléchir vite Pire, tu fait à peux ça. apprendre aux gens comment faire un sandwich, par exemple, c'est intéressant. Je pense que... oui. Oui, les gens qui Un nous écoutent, sandwich.
Ouais, les gens qui nous écoutent seraient vachement intéressés parce que peu de gens savent faire un sandwich. Non, mais j'en sais rien. Je dis ça pour te faire gagner du temps pour ta réflexion, mais bon, si ça paye pas, ça paye pas, écoute. Ça ne paye pas du tout, j'avoue que là... C'est vraiment la meilleure rubrique. Je pense que elle va bientôt jarter cette rubrique. Oui, parce que c'est vrai que voilà, c'est vrai que la recette... Moi j'avais ma recette de l'escalope normande que j'ai faite la dernière fois, ça je la maîtrise, y a pas de problème. Sinon le reste... Puis c'est bien tombé deux fois surtout, hein. Une fois la boule noire et ensuite chronique culinaire. Bon écoute, si vraiment t'en as pas, y a pas tellement de Non, soucis, honnêtement, tu là, fais- enfin, tu franchement... fais un débrief. Ou alors, bon, soit faire tu- une bonne purée, voilà, une purée. Allez, c'est mauvais. Fais plutôt le débrief de l'émission. Ah, le débrief, là, c'est déjà beaucoup plus simple, en effet. Ah bah, le débrief, bah, encore une fois, une excellente émission. Un invité pertinent, avec des propos vraiment très très percutants, surtout là, quand tu nous as parlé un peu de la vie d'un pistard. Ouais. C'était vraiment, bah, comme on lui a dit, hein, c'était vrai, limite touchant. C'est vrai que voilà, on a appris beaucoup de choses, notamment sur leurs conditions de travail et de vie, surtout. Tout à Donc fait. voilà. Bah, Bastien était actif, Axel toujours bien comme il faut, a bien lancé les thèmes, a posé les bonnes questions aussi. Et puis un François Pervis qui a répondu à toutes nos questions, qui a pas hésité à argumenter, à vraiment bien expliquer tout ce qu'il fallait. Mm. Franchement, ouais, une très très bonne émission. On notera quand même l'absence de Melvin, dommage. Il Voilà, bon, était bah, indisponible pour cause. Voilà, indisponible. Bon bah, Et voilà. après c'est les aléas, hein, chacun, voilà, c'est Tout à c'est fait. comme ça. C'est comme ça. On espère le retrouver la semaine prochaine. Si c'est possible. Si Et puis bon. bah voilà, donc sinon c'est tout ce que je peux dire. Bah, Donc sinon- je suis vraiment content et comme je lui disais à François Pavis, et c'était pas du blabla en l'air, c'est que franchement pour moi elle restera comme un des moments forts de l'émission. Donc c'est quand même 9e, 10e avec si on compte celle avec Clément Pinger. Franchement ouais, très bon moment avec lui. Voilà. Excellent. Et sinon, t'as parlé de tout le monde, mais qu'as-tu pensé à propos de ta propre personne, David? Bah Ça, j'ai c'est- posé les questions que je voulais poser, donc je suis content. J'ai pu présenter vite fait ce que j'avais. Bon, j'ai pas pu présenter un petit truc que j'avais prévu de présenter, mais bon, dans l'actu Oui. 2.0, mais c'est pas grave, j'en parlerai la semaine prochaine. Il y a toujours des oublis, de toute façon, moi aussi. Hein. Voilà, mais c'est pas un souci. Puis bon, on avait déjà fait durer tout ça, donc y a pas de problème. Et puis, bah, dire que je suis content de moi, c'est un peu, voilà, non, c'est pas ça, mais j'ai dit ce que j'avais à dire et voilà, ça me suffit déjà amplement. Bravo, David. Pour ce débrief, je te remercie. Du coup, j'ai pas besoin de le faire pour conclure l'émission. Donc, bah, du coup, bon, on va simplement se retrouver la semaine prochaine avec un invité encore inconnu. Bah, je vais vous saluer. Je vais remercier une millième fois François Pervis. Et salut à Bastien. Bah, salut à tous, hein. Voilà. Salut également à David. Ciao tout le monde. Ouais, donc je vous remercie chacun pour votre participation. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou tout simplement à aller sur la page Facebook ou Twitter, mais bon, elle est moins active. La page Facebook de l'émission FRMKO Show. Et sinon, on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine.